de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord, se rattache au Nigeria, et le Southern Cameroun, l'actuel Nosso, se rattache au Cameroun francophone pour des raisons liées à la culture, parce qu'ils sont culturellement plus proches de nous. Donc nous sommes là le 1er octobre 1961, ils obtiennent leur indépendance en même temps qu'ils se rattachent le même jour au Cameroun francophone. Et donc l'une des revendications anglophones aujourd'hui, c'est de demander à l'ONU pourquoi ils leur avaient même fait cette proposition, pourquoi ils ne les avaient pas libérés directement, puisque entre-temps le Camerounais francophone ne gère pas les ressources comme il le faut. Ouais. Bon, ça c'est l'une de leurs questions, mais on n'en est pas là pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le 1er octobre 1961, les anglophones se rattachent au Cameroun, et le Cameroun perd sa dénomination de République du Cameroun pour prendre celle de République fédérale du Cameroun. Donc le Cameroun va devenir une République fédérale de 1961 à 1972. Donc 11 ans dans la République fédérale. Bon, maintenant il se trouve que lorsque le pétrole de Limbé sera découvert, une question, prof. Est-ce que pendant ce temps, quand ça prend la dénomination République fédérale du Cameroun, ça se gère, chaque partie se gère de façon autonome? Oui, bien entendu. Dès lors que le Cameroun est devenu République fédérale, on avait deux États autonomes. Parce que les anglophones sont sortis de la colonisation avec leur système de gouvernement. Et donc, John Boufoncha était le premier ministre du Cameroun anglophone. Et en tant que Premier ministre, ils avaient également leur gouvernement, le ministère de la Défense, de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, ainsi de suite. Donc ils avaient tous les ministères qu'il faut à l'intérieur d'un gouvernement fédéral pour gérer de façon autonome leurs ressources. Alors les anglophones avaient donc déjà tout ce système et ils ont vécu là-dedans depuis la colonisation jusqu'en 1972, pendant que le Cameroun était encore République fédérale. De l'autre côté francophone, les francophones également géraient leurs affaires entre eux, ils avaient leur ministère, et puis il y avait un gouvernement central dirigé par Ahidjo. Donc, c'était un bon système. Comme ici au Canada. Exactement comme au Canada, exactement comme aux États-Unis, etc. Voilà, donc maintenant en 1972, il se trouve que le pétrole a été découvert à Limbé, et Ahidjo a donc organisé un référendum pour dissoudre la fédération. Et ce référendum a été considéré par les anglophones comme étant un coup d'État. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, au lieu d'organiser le référendum dans les régions anglophones simplement pour leur demander s'ils veulent vraiment la fin de la fédération, ils l'ont étendu à tout le Cameroun. Donc c'est tous les Camerounais qui ont voté, n'est-ce pas, à l'occasion de ce référendum. Et bien entendu, la balance devait être en faveur du oui pour la fin du fédéralisme. Alors on met donc fin au fédéralisme, et maintenant pour essayer de contenter les anglophones, Ahidjo fait de Tandemuna le président de l'Assemblée nationale, de John Boufonta, je ne sais pas quoi, le vice-président, etc. Nous sommes là encore en 1972. Mais ça ne change plus rien, parce que c'est là que les anglophones commencent leur descente aux enfers. Parce que la fin de la fédération signifie la fin de la gestion autonome de leurs ressources. Et John Boufoncha le dit dans une de ses lettres de démission de l'UNC à l'époque. Il dit que avant le référendum, ils avaient déjà des projets de construction des routes pour relier toutes les villes des régions anglophones entre elles. Ils avaient des projets de construction du port à Limbé. Mais tout cela est tombé à l'eau après le référendum, après la fin de la fédération. Et quand Ahidjo quitte le pouvoir, Paul Biya le reprend et abandonne totalement, n'est-ce pas, les projets de construction, de développement dans la région anglophone. Et c'est ça qui amène aujourd'hui, n'est-ce pas, toute la crise que nous avons. Et l'autre élément qui est important à mentionner, c'est 1992. Les anglophones avaient été tellement patients, mais lorsque Frundi a pris le devant de la contestation politique, n'est-ce pas, et a gagné ses élections en 92, si jamais le régime en place de Paul Biya avait compris la nécessité d'une alternance politique dans le cadre du développement d'un pays, il aurait laissé Frundi diriger le pays à ce moment-là. Si cela avait été fait, on n'aurait pas la crise qu'on a aujourd'hui. Donc, rendu à un moment donné, les anglophones, n'est-ce pas, et nous connaissons la suite,
La suite, c'est que, bon, voilà, il y a de cela 3 ans, en 2016, les mouvements corporatistes des avocats et des enseignants, n'est-ce pas, pour réclamer au moins le respect du système anglo-saxon dans l'enseignement, de la loi anglo-saxonne au niveau de la justice. Cette réclamation-là a été matée dans le sang par le régime en place. Or, c'était une réclamation, une revendication simple et juste, à savoir que, parce que déjà dans les provinces anglophones, on faisait des procès en français, hein, cela n'avait aucun sens. Donc les anglophones, quelque part, je le dis, je pense personnellement qu'ils ont 100% raison dans leurs revendications et qu'il faut les écouter absolument.